Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos dits dans cette vidéo n'engagent que moi. Il est possible que des erreurs se soient glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus précis et totalement fiables, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bon visionnage! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux différences entre la gendarmerie nationale et la police nationale. Alors je tiens à vous dire tout de suite que j'ai pas la science infuse, je connais pas tout sur la gendarmerie ni sur la police d'ailleurs. Donc bon, je peux pas rentrer dans le détail sur tout. Ce qui va être dit dans cette vidéo, il peut y avoir quelques erreurs, voilà. Ça vous le savez, il y a toujours le message qui est de toute façon mis au début de chaque vidéo. En tout cas, je vais faire au mieux pour vous expliquer les différences entre la gendarmerie nationale et la police nationale. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez quelles sont les différences majeures entre ces deux institutions, qui ont globalement le même rôle, mais ça, on va y revenir dans la vidéo. Déjà, première chose, on va parler déjà de l'historique de la gendarmerie nationale et de la police nationale. La gendarmerie a été créée sous le nom de la maréchaussée pendant la guerre de 100 ans, entre le XIVe siècle et le XVe siècle. En 1791, la maréchaussée prend l'appellation de gendarmerie nationale, donc en 1791. En 2009, la gendarmerie nationale rejoint le ministère de l'Intérieur. Elle passe donc sous sa tutelle pour tout ce qui est sécurité, tout ce qui est mission de police. Par contre, elle reste sous l'autorité du ministère des Armées pour tout ce qui est des missions militaires et du statut militaire, puisque les gendarmes ont un statut militaire. Concernant la police nationale, elle a été créée le 23 avril 1941. Donc avant ça, il n'y avait pas de police nationale, il y avait des polices municipales dans différentes villes, qui n'étaient pas vraiment les polices municipales qu'on connaît maintenant, mais voilà. Et donc ça a été regroupé, ces polices municipales, en 1941, le 23 avril. Ensuite, ça a été supprimé en 1944 à la Libération. La police nationale a été supprimée et elle renaît le 9 juillet 1966. Et là, on a une unification entre ce qu'on appelait la Sûreté nationale et la préfecture de police de Paris. Donc en vrai, la police nationale qu'on connaît maintenant, elle date plutôt du 9 juillet 1966. La direction générale, donc la direction générale de la police nationale, elle est basée Paris, place Beauvau. Et la direction générale de la gendarmerie nationale, elle a deux directions, deux lieux. C'est à Issy-les-Moulineaux et à Paris, place Beauvau. Concernant les effectifs de la gendarmerie nationale, donc en 2018, on était à 102 269 personnels, que ce soit donc des militaires d'active ou des personnels civils. Et à cela, on peut ajouter des réservistes opérationnels et des réservistes citoyens, ce qui pourrait augmenter les effectifs selon une statistique de 2020 à 130 000 au total, en comptant donc les militaires d'active, les personnels civils, mais également tous les réservistes. Concernant la police nationale, on est à 149 058 policiers dans la police nationale, donc en 2020. Donc, c'est-à-dire fonctionnaires, que ce soit contractuels ou actifs, donc tout ce qui est policiers adjoints, gardien de la paix, officiers commissaires, mais également les administratifs et les réservistes. Concernant le budget, pour ce qui est de la gendarmerie nationale, on est à 9,5 milliards d'euros en 2021 et concernant la police nationale, on est à environ 11 milliards d'euros en 2020. Alors la gendarmerie nationale est dirigée par le général d'armée Christian Rodriguez et la police nationale est dirigée par le directeur général Frédéric Vaux. La devise de la gendarmerie nationale, c'est pour la patrie, l'honneur et le droit. Ils ont également une devise qu'ils mettent sur leur voiture qui est notre engagement, votre sécurité. Pour la police nationale, la devise c'est Pro Patria Vigilant, ce qui signifie en français pour la patrie, il veille, ou il veille pour la patrie. C'est la même chose. On va maintenant parler de différentes choses concernant la gendarmerie nationale et la police nationale. Déjà, on va parler du statut. Alors, il faut savoir que les gendarmes sont militaires, alors que la police nationale, ce sont des fonctionnaires. Donc, pour tout ce qui est des gardiens de la paix, des officiers et des commissaires, et on a également des contractuels pour les policiers adjoints et certains administratifs. Et à noter que les autres administratifs, que ce soit les administratifs techniques, tout ce qui est administratif pour tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est bureaucratie, ce sont également des fonctionnaires. Concernant les syndicats, alors en gendarmerie, il n'y a pas de syndicat, il y a ce qu'on appelle une concertation militaire. Les gendarmes sont soumis au devoir de réserve et ils ont interdiction de faire grève et de manifester. Concernant les policiers de la police nationale, ils ont des syndicats. Ils ont le devoir de réserve toujours comme les gendarmes, interdiction de faire grève comme les gendarmes, par contre ils ont le droit de manifester, ce que les gendarmes n'ont pas puisque les gendarmes sont militaires, donc les militaires n'ont pas le droit de manifester. Concernant le logement, pour tout ce qui est sous-officiers et officiers en gendarmerie, ils sont logés principalement en caserne, mais ils ont également des fois ce qu'ils appellent des logements dans le civil, donc c'est-à-dire des maisons, des appartements en dehors de la caserne qui leur sont donc
donnés par la gendarmerie, enfin donnés en tout cas prêtés pour qu'ils puissent vivre dedans. Ce sont des logements qu'on appelle des logements concédés par nécessité absolue de service. Ils n'ont pas de loyer, des fois ils payent l'eau, des fois ils payent pas l'eau, et par contre ils payent juste l'électricité. Voilà. Les gendarmes adjoints volontaires, eux, ils sont logés à titre gratuit, généralement en colocation, en chambre individuelle, dans des locaux de service, généralement donc dans une caserne de gendarmerie. Ils n'ont pas de facture du tout, ils payent ni l'eau ni l'électricité. Il faut savoir que dans les deux cas, que vous soyez gendarme adjoint, sous-officier ou officier, vous avez possibilité de loger hors de la caserne, dans un logement civil, mais du coup un logement civil pas prêté par la gendarmerie, mais du coup que vous payez, et que vous pouvez louer ou acheter, voilà. Par contre, vous avez obligation de loger à la caserne durant les astreintes. Concernant la police nationale, les fonctionnaires de la police nationale ne sont pas logés. Ils ont la possibilité de demander à bénéficier d'un logement social ou privé à bas prix, voilà, avec un prix préférentiel si j'ose dire, mais ça c'est sur dossier, généralement des logements de la préfecture. Et on a également des logements qui sont gérés par des bailleurs, mais qui sont réservés aux agents de la préfecture de police à Paris, et également en petite couronne, il y en a aussi. Et on a également certains logements qui sont réservés aux agents de chaque SGAMI en province. Mais pareil, ça c'est sur dossier pour les avoir ces logements et c'est payant, il faut quand même payer de sa poche. Alors pareil, c'est un prix préférentiel, c'est moins cher qu'un logement classique que vous prendriez un particulier ou une agence classique. Mais bon, c'est sur dossier, c'est pas facile d'avoir ce genre de logement et il n'y en a pas pour tout le monde. Contrairement à la gendarmerie où là il y en a pour tout le monde. Et maintenant, petit point sur le code de déontologie. Le code de déontologie, c'est le même pour la gendarmerie nationale et la police nationale, sauf pour certains articles. Donc, par exemple, pour les gendarmes, on a l'article R434-31 qui nous parle de l'état militaire, le service de la nation et le devoir de mémoire. On a également l'article R434-32 qui est le devoir de réserve, donc pour tout ce qui est militaire avec le code de la défense. Et également l'article R434-33. Alors là, ce sont d'autres textes qui ont affaire à la déontologie des militaires de la gendarmerie nationale. C'est vraiment spécifique militaire. Et donc, en police, les textes qui diffèrent dans ce code de déontologie, ça va être l'article R434-28, la considération, le respect et le devoir de mémoire, l'article R434-29, le devoir de réserve, et l'article R434-30, la disponibilité. En soi, ça reste des articles similaires, sauf que du coup, ce qui diffère, c'est que pour les gendarmes, ça va vraiment parler du statut militaire, ils ont également le devoir de sacrifice, et ils vont être obligés pour tout ce qui est respect, devoir de mémoire, devoir de réserve, disponibilité, ils vont être soumis aux obligations militaires. Les policiers ont également tout ce qui est devoir de réserve, disponibilité, respect, devoir de mémoire, mais dans un sens plutôt civil, on va dire. Et du coup, c'est juste ça qui diffère. Et puis le fait aussi que les gendarmes ont le devoir de sacrifice, puisqu'ils sont des militaires, donc ils sont en soi, entre guillemets, obligés de devoir faire le sacrifice ultime si nécessaire, et les gendarmes peuvent être appelés à aller se battre, à aller faire la guerre, si vraiment il y a besoin. Bon, alors après, pour que les gendarmes aillent faire la guerre et combattent sur les champs de bataille, il faut vraiment que ce soit la crise et qu'il n'y ait plus personne à envoyer, quoi. Mais bon, en tout cas, dans la logique, ils pourraient le faire, alors que les policiers de la police nationale, normalement, non, puisque ce ne sont pas des militaires. Les gendarmes ont une formation militaire qu'ils appellent la formation kaki en école de gendarmerie. Pendant les 3 premiers mois de leur formation de sous-officier, et pour les gendarmes adjoints, il me semble que c'est durant le premier mois ou les 3 premières semaines, ils ont une formation militaire où ils apprennent uniquement à faire ce qu'ils appellent du kaki, c'est-à-dire les bases de l'armée en fait, hein. Tout ce qui est formation militaire, maniement du feu à masse, etc. Comment combattre, ce genre de choses. Alors que les policiers n'ont pas du tout ça. On n'apprend pas du tout à combattre sur un champ de bataille ni à utiliser un FAMAS par exemple. Et ensuite, on va parler des petites différences pour les circonscriptions. Donc, il faut savoir que pour ce qui est des circonscriptions, la gendarmerie nationale, ça va être dans les zones rurales et semi-urbaines, donc plutôt à la campagne. Et pour ce qui est de la police nationale, ça va être dans les zones semi-urbaines, urbaines, c'est-à-dire plutôt en ville et dans les banlieues et les petites villes adjacentes. Il y a bien évidemment des exceptions, mais on dit que généralement, un commissariat, c'est dans les villes d'au-dessus de 10 000 habitants. Ça, c'était en pratique il y a plusieurs années. Maintenant, c'est plus dans les villes au-dessus de 20 000 habitants. Bien évidemment, il y a des exceptions. Il y a des villes où il y a moins de 20 000 habitants et il y a quand même un commissariat. Et généralement, la gendarmerie, c'est plutôt tout ce qui est petits villages, petites villes de 3, 4, 5 000 habitants. Enfin, en tout cas, moins de 10 000, moins de 20 000. Mais pareil, il y a des exceptions aussi. Il faut savoir que la gendarmerie nationale couvre 95% du territoire, mais la police nationale, elle couvre 75% de la délinquance. Donc c'est pour ça que c'est un peu paradoxal. On parle de maillage territorial pour ce qui est de la gendarmerie nationale, hein, un véritable maillage territorial, puisqu'on est quand même à une couverture de 95% du territoire, c'est énorme. C'est-à-dire que la police nationale ne couvre que 5% du territoire, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en couvrant seulement 5% du territoire, la police nationale enregistre 75% de la délinquance. Pourquoi? C'est pas parce que les policiers travaillent mieux que les gendarmes, ça veut juste dire qu'en fait, la police nationale, ils ont plus de délinquance parce qu'en fait, c'est dans les grandes villes, la police nationale, et dans les grandes villes, généralement, il y a plus de délinquance, tout simplement. Alors maintenant, on va parler de l'organisation. Alors pour la gendarmerie nationale, je vais pas rentrer dans le détail, là on parle vraiment grossièrement de l'organisation.
il y aura une vidéo qui va être créée un jour sur cette chaîne pour parler en détail de l'organisation de la gendarmerie nationale. À ce jour où je fais la vidéo, elle n'est pas encore créée, mais peut-être que si vous regardez cette vidéo un an après sa sortie, cette vidéo de l'organisation de la gendarmerie nationale sera sortie, donc je vous invite à aller regarder sur ma chaîne. En tout cas, il y a aussi une vidéo sur l'organisation de la police nationale, qui elle par contre est créée. Et bon, on parlera de l'organisation de la police nationale juste après. Mais pour la gendarmerie nationale, donc comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail, ni pour la police nationale. Il y a des vidéos dédiées qui ont été ou qui seront créées. Donc pour la gendarmerie nationale, il faut savoir qu'il y a 3 subdivisions d'armes et plus donc des missions pour chacune de ces subdivisions d'armes. Ces subdivisions d'armes, je vais les citer une par une. On a d'abord la gendarmerie départementale, qu'on surnomme la blanche. Pourquoi? Parce que ses grades sont en blanc. Donc la gendarmerie départementale, elle va avoir des missions de police administrative, tout ce qui est surveillance générale, protection des biens, des personnes, ce genre de choses. Des missions de service public, voilà, donc orienter les gens, les aider dans leurs démarches. Bien évidemment, les démarches pour tout ce qui a à voir avec la police, mais bon, si quelqu'un va demander à un gendarme dans la rue un renseignement, il va aussi l'aider pour l'orienter par exemple vers la poste ou ce genre de choses. On reste un service public, et la gendarmerie reste un service public, tout comme la police nationale. On a également des missions de police judiciaire pour la gendarmerie nationale, donc tout ce qui est enquête, de sécurité routière, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, de recherche et de renseignement, et de police militaire. La gendarmerie mobile, c'est la deuxième subdivision d'armes, on l'appelle la jaune, pourquoi? Parce que les grades sont en jaune. Ils ont des missions de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre et de sécurité générale. Donc par exemple des renforts, parfois dans des brigades pour faire de la patrouille, de la surveillance, de l'interpellation, ce genre de choses. Mais leur cœur de métier, ça reste quand même le maintien de l'ordre, rétablissement de l'ordre, et la protection notamment lors des services d'ordre, de personnalité, lors de manifestations, ce genre de choses. Il faut savoir que la petite particularité avec la gendarmerie mobile, c'est que normalement sur le papier, c'est les seuls à pouvoir intervenir en Outre-mer. C'est-à-dire que les CRS, qui sont donc l'équivalent de la gendarmerie mobile en police, qui sont des spécialistes du maintien de l'ordre mais en police, eux normalement ils peuvent intervenir sur tout le territoire français sauf l'Outre-mer. Bon, on a une exception il n'y a pas longtemps à Mayotte où des CRS ont été envoyés également en renfort en plus de la gendarmerie mobile. Comme quoi, à toute règle il y a des exceptions. Mais en toute logique, quand il y a des émeutes, du maintien de l'ordre à faire en Outre-mer, c'est la gendarmerie mobile qui y va, et pas les CRS. Et ensuite, la troisième subdivision d'armes qu'on a, c'est la garde républicaine, qu'on appelle la rouge. Pourquoi? Parce que les galons ne sont pas en rouge pour le coup, mais on a du rouge sur leur tenue. Vous voyez à l'écran actuellement des images de la garde républicaine. Donc la garde républicaine, ils ont des missions simplement de sécurité des palais nationaux. Donc ils vont sécuriser certains bâtiments ministériels, voilà. Et ils vont également avoir des missions de service d'honneur, du protocole d'État, mais également des missions de sécurité publique. Il faut savoir également que la garde républicaine assure la protection de l'Élysée à l'intérieur de l'Élysée. Voilà. Ceux que vous voyez qui sont en tenue avec sabre, etc., quand on voit le président, les ministres se prendre en photo devant le parvis de l'Élysée, sur le parvis de l'Élysée et devant l'entrée de l'Élysée, ce sont des soldats, des militaires, des gendarmes de la garde républicaine. Voilà. Ensuite, dans la gendarmerie, on retrouve différentes sections spécialisées, comme par exemple la gendarmerie maritime, la gendarmerie de l'air, la gendarmerie des transports aériens, la gendarmerie de l'armement, la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires. On pourrait également parler de certaines sections spécialisées comme tout ce qui est renseignement, terrorisme. Il y a également des sections spécialisées là-dedans. Mais comme j'ai dit, je ne rentre pas dans le détail parce que j'ai pas le temps de parler 40 minutes de l'organisation de la gendarmerie. Il y aura une vidéo dédiée à ça plus tard. Et on peut également parler d'autres structures, comme par exemple le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Il y a également la direction générale de la gendarmerie nationale qui va coordonner toutes ces subdivisions d'armes. On a également l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui est en gros la police des polices mais version gendarmerie, donc la gendarmerie des gendarmeries si vous préférez, qui fait les enquêtes administratives sur les gendarmes qui sont concernés par des dépôts de plaintes, des violences, ce genre de choses. On a le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale avec les experts de la gendarmerie. On retrouve notamment l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui est donc au sein de ce pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. On a également le commandement des écoles de la gendarmerie nationale et le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, notamment la plateforme Cybergend, que je pense que vous connaissez. Enfin, la plateforme, ils ont une plateforme, ils gèrent notamment Pharos, mais Cybergend, en fait, c'est la version, c'est la branche cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Mais donc ça s'appelle commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Voilà. Je voulais également parler d'une autre organisation, d'une autre structure, c'est les CESTAG, donc c'est le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie. Donc il ne faut pas les oublier. Donc il y a 5 spécialités au sein des CESTAG. Il y a l'appui opérationnel, les affaires immobilières, la restauration, hôtellerie et loisirs, auto, engin blindé, donc ça c'est tout ce qui est mécanicien, et également l'armurerie et la pyrotechnie. Donc ça en fait ce sont des gendarmes qui sont des militaires, mais qui vont être dédiés à tout ce qui est mission de soutien technique et administratif.
dans les 5 spécialités que je viens de vous citer. Voilà, donc eux, il ne faut pas les oublier, parce que même si eux, ils ne font pas du maintien de l'ordre, ils ne patrouillent pas sur la public, ils ne font pas d'enquête, et bah, ils sont quand même très importants pour la gendarmerie. L'équivalent police, ça va être tout ce qui est personnel administratif et technique. Mais justement, on va en parler maintenant, parce que maintenant, on va parler de l'organisation de la police nationale. Alors, la police nationale, il y a déjà différentes directions. Donc, on a la direction centrale de la sécurité publique, c'est tout ce qui regroupe les commissariats. La direction centrale de la police judiciaire et ses offices centraux, comme par exemple le SDAT, c'est la sous-direction antiterroriste. L'OFAS, donc pour tout ce qui est stupéfiant. L'Office français anti-stupéfiant. Et on a également, au sein de la DCPJ, un groupe d'intervention propre à la DCPJ. C'est la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Donc la DCPJ, je pense que j'ai pas besoin d'entrer dans le détail. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'organisation de la police nationale que je vous invite à aller voir. C'est en gros tout ce qui est grosses enquêtes judiciaires, c'est la DCPJ qui s'en occupe avec ses différents offices centraux et ses différentes sous-directions. Voilà. Ensuite, comme autre direction dans la police nationale, on a la DCCRS, donc la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. Les CRS, donc spécialistes du maintien de l'ordre, également qui vont des fois être affectés à des missions tout simplement de surveillance. Ils peuvent également être en renfort dans certaines circonscriptions, au même titre que les gendarmes mobiles, pour faire de la patrouille, de la surveillance, de l'interpellation. Ils peuvent également être déployés en montagne. On a les CRS spécialisés pour ce qui est de la haute montagne. On a la même chose en gendarmerie d'ailleurs, on a les PGHM, les pelotons de gendarmerie de haute montagne qui font tout ce qui est secours et surveillance en montagne et intervention classique. Voilà. Et donc on a la même chose en police avec une branche des CRS qui s'occupe de la haute montagne. Et on a également les CRS qui peuvent être sur les plages l'été, vous les voyez parfois les CRS donc en tant que sauveteurs, secouristes. Autre direction dans la police, on a la DCPAF, Direction centrale de la police aux frontières, donc qui s'occupe de tout ce qui est contrôle des frontières, des flux de personnes. La DCRFPN, la Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, pour tout ce qui est école de police, recrutement, formation, voilà. La DRCPN, Direction des ressources et compétences de la police nationale, pour tout ce qui est budget, mais également certaines formations. Ensuite, on a le SNPS, le Service national de police scientifique. Donc là, c'est tout ce qui est police technique et scientifique au sein de la police nationale. On a le SDLP, le service de la protection. Le service de la protection, c'est un service qui va s'occuper de la protection des personnalités, notamment personnalités politiques, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, Première ministre actuellement, Président de la République, voilà. Et on a également l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale. Après, on a aussi des services communs entre la gendarmerie nationale et la police nationale, comme par exemple la DCIS, pour la direction de la coopération internationale et de la sécurité. Mais on a également d'autres services qui sont communs police nationale et gendarmerie. On a par exemple la plateforme Pharos, qui est en charge de la lutte contre la cybercriminalité, j'en parlais tout à l'heure. On a le SALSI, qui s'appelle maintenant le SALMI, en gros c'est tout ce qui est en charge de l'innovation, de l'achat et de la logistique. Et on a le STSI, c'est le service spécialisé dans tout ce qui est modernisation technologique de la police et de la gendarmerie, tout ce qui gère les moyens informatiques, techniques, les smartphones, les tablettes, tout ce genre de choses. Alors maintenant, on va faire un petit aparté sur les services actifs, parce que la police nationale a des directions, mais également des services actifs qui sont directement rattachés à la direction générale de la police nationale, qui chapeaute toutes les directions et tous les services actifs. Et ces services actifs, en gros, c'est un peu comme des directions, mais on les appelle des services actifs, parce que c'est pas assez gros pour être une direction en soi. Donc on a par exemple le RAID, avec différentes antennes partout en France, le RAID, un groupe d'intervention de la police nationale, qui veut dire recherche, assistance, intervention, dissuasion, voilà ce que ça veut dire, RAID, je pense que tout le monde sait ce que c'est le RAID. Le SICOP, c'est le service d'information et de communication opérationnelle de la police nationale, bon voilà, c'est le service de com de la police. On a le DAV, la délégation aux victimes, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, délégation aux victimes. Et on a d'autres services, comme par exemple l'UCGE, l'unité de coordination des grands événements, tout est dans le nom. L'UCFM, l'unité de coordination des forces mobiles, donc là ça va être une unité qui va être chargée de coordonner quand il y a des manifestations. Les forces mobiles, c'est-à-dire gendarmerie et police, voilà. On a le SNES, le service national des enquêtes administratives de sécurité, notamment pour tout ce qui est en enquête pour les personnes qui veulent rentrer dans la police nationale. Et il y a un service qui est dédié à ça pour faire les enquêtes de moralité. Voilà. Et puis d'autres enquêtes importantes pour des personnes qui doivent accéder à des titres ou à des habilitations importantes pour certains endroits, pour des centrales nucléaires, pour rentrer dans certains emplois dans la police où on a une habilitation secret défense. Et ces services-là, le SNES qui va se charger de l'enquête sur cette personne pour voir s'il n'y a pas de risque de fuite, quoi. Après, on a aussi le SNDV, le service national des données de voyage, qui va rassembler les données de voyage des personnes pour tout ce qui est contrôle des biens, des personnes. On a le CIPN, le Centre d'information de la police nationale. C'est un service chargé de faire remonter, lorsqu'il y a des crises, tout ce qui est information directement au bureau du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc ça envoie toutes les informations au bureau du ministre, et pour centraliser les informations, toutes les informations des différents services de la PN. Et après, on a également un autre service qui s'appelle le DCIT,
Donc c'est le détachement central interministériel d'intervention technique. Alors là, c'est pareil, c'est un service bien spécifique pour tout ce qui est intervention technique dans des cadres bien spécifiques, par exemple tout ce qui est risque NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. À ça, on peut ajouter les préfectures de police. Il y en a deux en France de préfectures de police. On a la préfecture de police d'Île-de-France et de Bouches-du-Rhône. Alors, il faut savoir que la préfecture de police de Paris, on va en parler un petit peu après, elle est bien plus autonome que la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, puisque la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, elle est rattachée directement à la direction générale de la police nationale. Elle a un petit peu copié en fait sur la préfecture de police de Paris, mais en soi, ça n'a rien à voir, puisque la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, voilà, elle centralise tous les services de police des Bouches-du-Rhône, mais du coup, elle réfère directement à la direction générale de la police nationale comme n'importe quelle direction ou n'importe quel service actif. Par contre, la préfecture de police d'Île-de-France, elle, est directement sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc en fait, la préfecture de police de Paris, on a l'habitude de dire que c'est un peu une police dans la police en fait. C'est une entité qui est au même niveau que la direction générale de la police nationale et de toutes ses directions. Puisque la préfecture de police de Paris, elle a toutes ses directions propres à elle. Donc toutes les directions que je vous ai citées là juste avant, les services actifs, tout ça, ça c'est propre à la direction générale de la police nationale, mais la préfecture de police de Paris, elle a le même genre de choses. Ils ont un service de police judiciaire qui s'appelle la DRPJ, Direction régionale de la police judiciaire. Ils ont pareil tout ce qui est donc service pour tout ce qui est sécurité publique dans les commissariats. Enfin ils ont leur propre direction. Donc c'est un peu comme si c'était une police nationale dans la police nationale quoi. Et donc cette préfecture de police de Paris, elle est directement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. C'est comme une entité à part, comme je vous ai dit. Le préfet de police actuellement, c'est monsieur Nunez Laurent. Donc lui, il est préfet de police de la préfecture de police de Paris depuis le 21 juillet 2022. Le siège de la PP à Paris, donc on appelle plus communément la PP hein, pour abréger, donc c'est sur l'île de la Cité à Paris. Au niveau des effectifs, il faut savoir qu'au 31 décembre 2018, il y avait 42 616 agents au sein de la PP. Il faut également savoir que la PP a été décorée de l'Ordre national de la Légion d'honneur. C'est pour ça que les agents de la préfecture de police de Paris, les policiers en tenue, les policiers des services actifs, quand ils sont en tenue d'honneur, ils ont une aiguillette rouge. Il faut savoir que la préfecture de police de Paris a été fondée le 29 mars 1667, donc ça date, et elle a été réorganisée le 17 février 1800. Elle a été rattachée à la police nationale le 9 juillet 1966. Il faut savoir que du coup, la préfecture de police de Paris, elle a compétence sur toute la zone de défense et de sécurité de Paris, qui regroupe donc le 75, le 77, le 78, le 91, le 92, le 93, le 94 et le 95. Donc en gros, toute l'île de France. Maintenant, on va parler de tout ce qui est compétences, missions et petites informations en vrac. Donc la gendarmerie nationale, ce qu'il faut retenir en globalité, c'est qu'ils ont des missions de police dans les zones rurales et périurbaines, qu'on appelle des ZGN, zones gendarmerie nationale, et sur les voies de communication. Ils ont trois types de missions, les gendarmes, les missions de police judiciaire. Pour ces missions-là, ils sont sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ils ont également des missions de police administrative. Pour ces missions-là, ils sont également sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Et également des missions militaires de police et de défense. Et dans ce cas, ils sont sous l'autorité du ministère de la Défense. Puisque, comme je l'ai dit au début, la gendarmerie nationale, elle a été rattachée au ministère de l'Intérieur en 2009, mais elle est toujours aussi sous l'autorité du ministère de la Défense pour ces questions donc militaires et également pour le statut militaire qu'ont les gendarmes. A savoir que la sainte patronne des gendarmes, c'est Sainte-Geneviève, et qu'il y a un musée de la gendarmerie nationale qui est situé à Melun. Et on va faire un petit point sur les grades et les corps, même si ce n'est pas le but de la vidéo. On a différents corps au sein de la gendarmerie nationale. Déjà, on a les gendarmes adjoints volontaires, qui sont des contractuels dans la gendarmerie nationale. On a les sous-officiers avec différents grades. Donc on a élève gendarme, gendarme sous contrat, gendarme de carrière. Ensuite, on a maréchal des logis chef, adjudant, adjudant-chef et major. Ensuite, on a les officiers. Alors les officiers avec d'abord le grade d'aspirant, ensuite le grade de sous-lieutenant, le grade de lieutenant, le grade de capitaine, le grade de commandant, le grade de lieutenant-colonel et le grade de colonel. Et après, on a le corps des généraux. Et là, les généraux avec les différents, général, général de corps, général de brigade, ce genre de choses. Et comme j'ai dit, on a également le CESTAG, qui est un autre corps, donc le corps de soutien administratif et technique. J'en ai parlé juste avant, avec 5 spécialités. Chose intéressante à savoir, c'est que pour la gendarmerie nationale, il n'y a pas de police technique scientifique, il n'y a pas de service de police technique scientifique à proprement parler. On a des TICP, techniciens en identification criminelle de proximité. Pour obtenir cette qualification de TICP, il faut suivre un stage qui dure 5 jours. Donc là, c'est pour faire des constatations de police technique et scientifique sur tout ce qui est scène de délinquance de masse. Ce qu'on appelle la délinquance de masse, ça va être tout ce qui est les délits, comme par exemple des cambriolages, un vol de véhicule, un vol dans un véhicule, ce genre de choses. Après, la qualification dessus, c'est technicien en identification criminelle, donc c'est ce qu'on appelle tout simplement TIC.
Donc pour être TIC, c'est un stage de 9 semaines. Et là, vous pouvez faire des constatations sur tout ce qui est délit, mais également sur les crimes. Et au-dessus de ça, pour tout ce qui est crimes vraiment qui dépassent les compétences d'un TIC, pour par exemple des séries de crimes, des tueurs en série, ce genre de choses, plusieurs morts sur une même affaire, ce genre de choses, on a carrément l'IRCGN, donc on a parlé tout à l'heure, l'IRCGN, on a des experts au sein de l'IRCGN pour tout ce qui est gros crimes. Alors généralement, pour accéder à l'IRCGN, il faut être diplômé d'un master, avoir des compétences en tout ce qui est dans le domaine scientifique, dans tout ce qui est recherche, même voir dans le domaine médical. Voilà, on n'y rentre pas comme ça non plus, quoi. Alors après, il y a des voies d'accès internes, mais déjà si vous n'avez pas un diplôme dans le domaine-là, c'est compliqué d'y accéder. C'est vraiment ce qui regroupe l'élite pour tout ce qui est police technique scientifique au sein de la gendarmerie. Et donc, en fait, pour être TICP et TIC, eh ben, en fait, il n'y a pas de concours à part. En fait, il faut être sous-officier. Il faut être sous-officier ou officier même, hein. Voilà. Et après, donc, on obtient ces qualifications suivant des stages. Comme j'ai dit, 5 jours pour TICP et 9 semaines pour TIC. Mais en fait, il faut déjà être sous-officier ou officier de gendarmerie, donc il faut passer le concours classique comme tout le monde. Ce qui n'est pas le cas dans la police, puisque dans la police, on a vraiment une branche différente, qui est donc le service national de police technique scientifique, avec des gens qui sont recrutés uniquement pour être dans la police technique scientifique, qui font que ça, et qui ont des grades à part, des corps à part, enfin voilà, c'est vraiment totalement différent. Et justement, on va parler maintenant un petit peu des compétences, missions et quelques informations en vrac sur la police nationale. Donc la police nationale, c'est la police d'État, hein, c'est une police d'État. Il faut savoir qu'au sein du ministère de l'Intérieur, c'est la direction générale la plus importante. La police nationale, donc c'est des missions de police dans les zones urbaines et périurbaines, donc qu'on appelle des ZPN, des zones police nationales, et également sur les voies de communication. Puisque comme je l'ai dit avant, la gendarmerie c'est pareil, c'est également sur les voies de communication. Donc par exemple, les autoroutes, c'est découpé, il y a des circonscriptions sur l'autoroute aussi pour les policiers et les gendarmes. Il y a des endroits où ça va être les CRS qui vont assurer la protection d'une parcelle d'une autoroute, et après ça va être un peloton autoroutier qui appartient à la gendarmerie. Voilà. Donc voilà, les policiers ont des missions de police judiciaire et des missions de police administrative, et comme la gendarmerie nationale, c'est tout ce qui est mission de protection des personnes, des biens, assurer le maintien de l'ordre, le rétablissement de l'ordre public, la protection des institutions et des personnes qui composent ces institutions, enfin voilà. Il faut savoir qu'on a un musée pour la préfecture de police. Ce musée se situe à l'hôtel de police du 5 et 6e arrondissement à Paris. On a également un musée pour les CRS qui se situe à Vélizy. Donc il se situe au sein de la CRS 1. Et donc, petit passage sur les corps et grades de la police nationale. On a déjà les policiers adjoints. Alors il n'y a pas un corps en proprement parler pour les policiers adjoints, mais ça regroupe en fait les contractuels de la police. Donc les policiers adjoints qui sont donc des contractuels au même titre que les GA. C'est exactement l'équivalent des GA, des gendarmes adjoints, en police, les PA, les policiers adjoints. Après, comme différents corps, on a le corps qu'on appelle généralement le corps des gardiens de la paix, qui est le CEA, le corps d'encadrement et d'application. On retrouve différents grades. Déjà, on a élève gardien de la paix, ensuite on a gardien de la paix stagiaire, ensuite on a gardien de la paix titulaire. Après, on retrouve le grade toujours existant pour le moment mais qui est bientôt supprimé de brigadier. Ensuite, on a le grade de brigadier chef. Et enfin, le grade de major de police. Le corps suivant, c'est le corps de commandement, corps des officiers, où on retrouve le premier grade qui est élève-lieutenant. Ensuite, on a le grade de lieutenant stagiaire. Et ensuite, le grade de capitaine de police, appellation lieutenant pendant 4 ans. Donc, c'est-à-dire que quand ils sortent d'école, les lieutenants de police, les officiers qui sortent d'école, ils ont l'appellation lieutenant pendant 4 ans. Mais leur grade, ça reste capitaine de police. C'est une petite subtilité, voilà. Et au bout de 4 ans, ils passent capitaine de police. Puis après, ils peuvent passer commandant. Et enfin, commandant divisionnaire. Ils peuvent même devenir commandant divisionnaire fonctionnel. Alors le titre de fonctionnel, c'est pas un grade, hein. C'est le grade, ça reste commandant divisionnaire. Mais fonctionnel, on l'ajoute, c'est un emploi. Quand par exemple, il dirige un commissariat. Pour certains petits commissariats, c'est pas un commissaire qui va diriger, ça va être un commandant. Par exemple, des commissariats de 50 à 100 effectifs. Il y a des petits commissariats en France pour des petites circonscriptions. Bah là, ça va être un commandant divisionnaire et du coup, dans ce cas-là, il devient fonctionnel puisqu'il dirige le commissariat. Voilà, c'est un des exemples pour lesquels ils peuvent être fonctionnels, les commandants divisionnaires. Et ensuite, on a le corps de conception et de direction, le corps des commissaires avec le grade déjà d'élève commissaire, puis le grade de commissaire stagiaire, puis le grade de commissaire de police. Ensuite, on a le grade de commissaire divisionnaire de police et enfin le grade de commissaire principal de police. Et au-dessus de ça, on a des emplois de hauts fonctionnaires. Les emplois de hauts fonctionnaires, hein, donc par exemple, on a contrôleur général. Généralement, un contrôleur général, ça va être un directeur départemental de la sécurité publique. En fait, c'est quelqu'un qui va diriger tous les commissariats sur le même département. Au-dessus, on a inspecteur général. Au-dessus de ça, on a directeur des services actifs. Donc, en fait, un directeur des services actifs, c'est quelqu'un qui va diriger une direction ou un des services actifs de la police nationale. Par exemple,
Voilà, par exemple, un directeur des services actifs, bah, ça va être le directeur de la police judiciaire. De toute la police judiciaire, ça va être un directeur des services actifs. Et au-dessus de ça, le grade ultime de fonctionnaire, c'est directeur général de la police nationale. Et on va quand même parler de deux autres corps, deux derniers corps très intéressants, très importants dans la police nationale. On a la police technique scientifique. Comme je vous l'ai dit, il y a différents grades dans la police technique et scientifique. Alors, je ferai une vidéo dédiée un jour à ça, donc je ne vais pas en parler dans le détail des différents grades de la police technique et scientifique. Il faut juste savoir que la police technique et scientifique, vous êtes recruté sur concours qui n'est pas le même concours que celui de gardien de la paix. Contrairement à la gendarmerie nationale où pour devenir TIC ou TICP, vous devez passer le concours de sous-officier ou d'officier de gendarmerie. Dans la police nationale, si vous voulez faire tout ce qui est police technique scientifique, il faut passer un concours à part. Ils ne sont pas armés, les policiers de la police technique et scientifique. Ils sont regroupés au sein du service national de police scientifique et ils peuvent avoir différentes missions. On a des agents de la police technique et scientifique qui vont être dans les commissariats, qui vont s'occuper de tout ce qui est délinquance de masse, les délits, mais pas des crimes. On a qui vont être affectés dans des antennes de police judiciaire et du coup qui vont s'occuper de tout ce qui est crime et certains délits, mais généralement quasiment que du crime pour ce qui est de la police judiciaire. Et on peut en avoir également dans des laboratoires qui vont s'occuper des analyses, tout ce qui est d'analyse d'écouvillons, d'objets relevés sur les scènes d'infraction, tout ce qui est recherche de traces ADN, de traces papillaires, ce genre de choses. Enfin, voilà, on a toutes ces casquettes-là. Et voilà, différents experts qui vont même être au-dessus dans certains endroits bien spécifiques, qui sont même plus des laboratoires, mais carrément des centres de police technique scientifique, et qui vont être experts par exemple en balistique, en analyse dans certains domaines, experts en biologie, enfin voilà. Il y a différents niveaux, différents grades au sein de la police technique et scientifique, mais j'en parlerai dans une autre vidéo qui est prévue pour je ne sais pas quand, mais je la ferai un jour. Et après, on a le dernier corps, c'est tout ce qui est administratif et technique pour la police nationale. Donc eux, ils vont avoir des rôles, par exemple, on a tout ce qui est mécanicien pour les véhicules de police. Mais on va également avoir, par exemple, certaines personnes techniques qui vont s'occuper de gérer tout ce qui est le matériel, de gérer tout ce qui est l'informatique. On peut également en avoir qui vont tenir l'espace restauration d'un commissariat, parce que dans certains commissariats, il y a encore un espace restauration. Et tout ce qui est administratif, ils vont s'occuper de l'administratif, donc tout ce qui est RH, tout ce qui est gestion immobilière, tout ce qui est gestion des salaires, du budget, tout ce qui est gestion du matériel, mais d'un point de vue financier, ce qu'il faut commander comme matériel, ce genre de choses, qui vont gérer les dossiers des agents, quand ils doivent suivre des formations, ce genre de choses, tout ce qui est bureautique, tout genre de choses, tout ce qui est, pour dire ça un peu péjorativement, la paperasse, mais voilà, ce sont des agents qui ont un rôle essentiel. Alors pareil, ils ne sont pas du tout policiers actifs, ils n'ont pas d'armes, ils ne sont pas armés, les personnels administratifs et techniques, mais leur rôle est essentiel parce que c'est l'équivalent des CESTAG en gros si vous voulez dans la police nationale et ils ont un rôle essentiel parce que sans eux la boutique elle tourne pas clairement. Cette vidéo maintenant est terminée, je pense que j'ai fait le tour des différences entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Si vous remarquez que j'ai oublié de citer des choses importantes, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des critiques à faire, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas également à faire ces critiques. En tout cas j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et pas trop chiante, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.